Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 4 décembre 2024. Alors les marchés qui vont toujours plutôt bien, toujours aux États-Unis, hein, on est toujours porté par l'élection de Trump et les probables baisses sur les baisses d'impôts sur les entreprises et le protectionnisme américain, le dollar qui est plus fort aussi dernièrement. L'Europe, ça va moins pire que prévu. Alors on va regarder quelques chiffres, notamment les PMI sur les services pour mesurer la santé économique des pays notamment. On avait la Chine qui était à 52, donc plutôt en expansion. On visait les 52,5. Alors on est revenu un peu moins bien parce qu'on a fait 51,5, mais on voit qu'on est toujours en expansion et que c'est toujours un peu un chiffre au-delà des 50, donc plutôt bien sur la Chine. Et là on a l'indice chinois, notamment sur le CSI 300, qui est toujours en embuscade après sa grosse montée. C'est encore plus prégnant sur le Dow Jones Shanghai, puisqu'il a beaucoup moins perdu. Mais pour moi, les marchés chinois sont plutôt bien orientés et devraient repartir prochainement. Alors en Europe, comment ça se passe? On est sous les 50, sauf en Espagne où on est à 53. Mais on a un peu eu des chiffres qui sont revenus un peu décevants partout. On est sous les 50, on est à 49 en Italie, 46 en France, 49 en Allemagne, 49 en Europe environ. C'est moyen sur l'Europe. On le savait que les chiffres seraient pas exceptionnels, surtout en France, mais c'est pas catastrophique non plus. Et puis en Grande-Bretagne, on est un peu au-delà des 50, 50,8. C'est plutôt correct. Et on avait surtout aux États-Unis le même chiffre. Alors aux États-Unis, deux choses. On a les PMI services et les chiffres de l'ISM. L'ISM, il y a un peu moins de données, donc c'est généralement un peu plus volatile. Moi, je préfère le chiffre sur les PMI plutôt normaux. Sur les PMI, donc on était à 55, on visait 57. On est revenu à 56 points. Donc c'est un peu moins bien que prévu, mais c'est mieux que précédemment. On voit quand même que l'économie américaine est toujours, alors pas en surchauffe, ce serait peut-être un peu exagéré, mais toujours largement positive. Création d'emplois non agricoles, là aussi ADP, c'est sur moins de chiffres, donc pas forcément le plus marquant. On aura les chiffres dans 2 ou 3 jours sur les créations d'emplois non agricoles au total. On est revenu à 146 000, c'est un peu moins bien. D'habitude, on est aux alentours des 200 000. Mais ce sera sûrement un chiffre révisé. Et puis le chiffre que j'ai trouvé le plus important peut-être aujourd'hui, c'était le stock de pétrole brut. Euh, on est revenu à moins 5 millions sur les stocks aux États-Unis, donc, alors qu'on était déjà à moins 1,8 le mois dernier. Donc on voit que les stocks sont en train d'être entamés. Et ça, c'est quand même une donnée importante, c'est-à-dire qu'on consomme de l'énergie, on a besoin pour l'économie, on va piocher, on va créer de la richesse. Donc cette donnée-là sur les stocks de pétrole brut, elle me semble super importante, et le fait qu'on les entame, qu'on consomme de l'énergie, ça plaide aussi pour une continuation de la croissance ou un retournement comme on veut, selon à quel niveau on se place. Mais c'est plutôt des données qui, moi, me plaisent bien et qui me font dire qu'on va plutôt vers une fin d'année et un début 2025 plutôt positif. Alors comme d'habitude, il y aura des gagnants et des perdants, mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. On va voir, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va voir quelques actions. On va aussi commencer par le CAC, comme d'habitude, et voir les grosses variations. Alors, en ce moment, il y a le gouvernement qui risque de sauter. On verra s'il y a une censure. Comme dit dernièrement, le CAC, est-ce qu'il sera plus ou moins impacté? D'une part, il y a déjà eu une grosse baisse depuis la dissolution, et puis je pense que c'est pricé en partie dans le cours. Donc, pas trop de crainte peut-être à ce niveau-là, d'autant que la note de la France avait été maintenue dernièrement, notamment pour la dette. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des valeurs du CAC, c'est des grosses valeurs qui vendent beaucoup aussi à l'étranger. Alors même si elles sont soumises à des lois françaises, elles sont pas uniquement que sur le marché français. Donc là aussi, l'impact sera peut-être moindre. Pour les petites entreprises, ce sera peut-être un peu plus marqué. Mais je pense que sur les grosses valeurs, le CAC ou le SBF 120, il n'y aura pas de gros coups à venir. Le CAC qui fait plus 0,6, et
On l'avait dit, hein, moi j'ai joué un petit levier sur le CAC sur les 7229, donc on joue la hausse. Je suis rentré quand? Je suis rentré vendredi soir. Donc le but c'est quoi? C'est de rebondir ici. On l'a vu avec des mèches basses, hein, un début de rachat. Et on est en train de faire ce qu'on attendait, c'est-à-dire casser la moyenne à 20. En clôture, c'est arrivé enfin aujourd'hui, c'était pas arrivé depuis ici, le 28 octobre. Donc la moyenne à 20, on l'avait souvent cassé avec des mèches, mais on n'avait jamais réussi à revenir au-dessus. Là, c'est la première fois. Et puis on revient sur le support des 7280. On a aussi l'inversion de tendance après une grande période, hein, de dégradation. Donc, et puis on arrive sur la saisonnalité de décembre qui est très souvent, c'est pas une occurrence à 100%, mais qui est très souvent haussière sur les marchés avec les gérants qui font entrer pas mal de valeurs. Et généralement, les valeurs qui marchent le mieux pour les avoir en portefeuille sur les plaquettes. Donc, pas mal d'achats, pas trop de risques aussi parce que c'est la fin d'année, mais statistiquement c'est quand même plutôt un bon mois sur les marchés le mois de décembre. Donc le but, hein, toujours de rattraper cette zone-là, 7007, 7008, on verra, mais à court terme plutôt favorable, et on voit que même avec les problèmes politiques, hein, le CAC résiste bien parce qu'il monte. On va voir quelques grosses variations. Renault, on en a parlé hier, hein, ou avant-hier, je sais plus. Renault, ça continue, ça tient. Alors ça relance pas complètement, mais quand on connaît un peu les soucis sur le secteur auto et notamment le secteur automobile européen, ils font mieux que résister Renault, donc c'est plutôt bien. Il y a des accords aussi avec certains Chinois. Ça devrait repartir maintenant quand? C'est dur à dire, mais c'est plutôt largement positif tant qu'on tient les 39,50 sur Renault. Donc, et puis le chandelier d'aujourd'hui est plutôt très beau, hein, plus 4,8. C'est lui qui a tiré un peu le CAC vers le haut. Toujours la seule du secteur auto européen à acheter pour moi. Éventuellement, il y a une ou deux américaines, sinon les chinoises, BYD, Xpeng. Mais en Europe, on a Renault qui est pas mal, qui devrait repartir. Dassault Systèmes, c'est pas. Alors oui, plus 3,7, c'est pas mal. Ça demande encore confirmation, hein. Moi, j'aime pas trop le graphe, j'aime pas trop ce que met Dassault Systèmes dernièrement. Les chiffres, hein, ont du mal à décoller. On a aussi sur les sciences de la vie, là, une division qui peine aussi à bien marcher. On a peut-être ce pic de volume là qui est intéressant, mais c'est un peu tôt, je pense, pour jouer déjà le retournement sur Dassault Systèmes. Alors on a quand même un beau rebond, hein, sur les 31,8 qui semble se confirmer. Mais c'est pas les valeurs les plus sûres, je pense, sur lesquelles il faut aller maintenant. Et puis Schneider, toujours positif sur Schneider, ils viennent de casser, c'est leur plus haut leur historique, je crois, hein. Puisqu'on était là il y a quelques années, ça m'étonnerait qu'on soit déjà allé beaucoup plus haut. Oui, largement. Donc plus haut historique sur Schneider. Et on l'a dit depuis des mois, hein, Schneider c'est une belle valeur. Alors elle peut faire rien pendant beaucoup de temps, on le voit ici. Mais entre mai et novembre, il ne s'est rien passé, hein. Si vous l'avez acheté là, vous avez fait du 0% en plus de 6 mois. Mais sur le long terme, ça a de grandes chances quand même de performer et de monter Schneider. Donc oui, maintenant le timing, pas forcément défavorable. Parce qu'on a eu justement cette grosse période d'accumulation où il ne s'est pas passé grand-chose. On va voir ce qui marche pas trop. Avec Orange, qui continue, hein. Orange, on devrait les appeler Orange, parce qu'ils sont dans un range. Il y a eu du dividende, donc alors, comme je la suis pas trop, Orange, on va refaire en gros, en très gros. Hop. Donc une zone quand même assez jouée, notamment alors actuellement entre les 9,2 et les 10,3, parce qu'évidemment ça change, hein, avec le dividende. On peut regarder le graphe sans dividende, ça donne ça. Voilà. Et avec dividende, ça donne ça. Donc oui, dans le range. Là, on est plutôt dans le bas. Si ça casse pas, s'il y a pas de mauvaises nouvelles, si on voit que ça rebondit, c'est toujours plutôt intéressant à racheter en court terme. Mais moi, j'aime pas trop Orange parce qu'ils ont beaucoup de concurrence et ils sont obligés de rogner un peu sur les marges pour rester compétitifs. Et même s'ils sont un peu, c'est le fournisseur numéro 1 en France, hein, historique. Les chiffres sont pas terribles, donc
Faudrait des meilleures nouvelles pour se mettre un peu sur Orange en moyen long terme. Edenred qui rend un peu tout, mais ils ont commencé peut-être leur rebond pour stopper la chute. Donc c'est plutôt une valeur à surveiller. Si on tient évidemment les 28 et puis Publicis, bon, ça c'est pas intéressant. On va pas la faire. Arcelor non plus. Alors on va regarder quelques valeurs, notamment pas forcément du portefeuille. Alors oui, si, je suis rentré quand même sur Microsoft aujourd'hui, hein. On en avait parlé ces derniers jours. Avec les grosses valeurs américaines, hein, qui sont super intéressantes, notamment Amazon et Microsoft, qui me semblent les deux parmi les 7 magnifiques les plus favorables. On a éventuellement Tesla pour jouer un peu la hype avec Trump, Elon Musk et les lois qui vont arriver qui vont certainement lui être favorables. Maintenant, j'aimerais bien un petit retour sur Tesla plus bas pour éventuellement jouer le rebond. Là, ça me semble un peu cher, mais pourquoi pas. Mais sinon, sur les fondamentaux, Amazon et Microsoft. Amazon, j'y suis déjà depuis un moment. Et Microsoft rentré aujourd'hui. Pourquoi? Bah, pour les zones techniques, les 430. Enfin, maintenant, c'est 428 parce qu'il y a eu un dividende. Et puis les rachats, toujours, hein, autour de la moyenne à 200. La phase de congestion, donc j'en ai parlé hier, je ne répète pas. Et on avait cassé ces derniers jours. Et on confirme aujourd'hui. Donc, on est en train de sortir. Super sur Microsoft qui en plus n'a pas le problème d'Alphabet avec l'éventuel démantèlement sur certaines de ses filiales. On a parlé notamment de Chrome, hein, qui devrait peut-être être cédé pour abus un peu de monopole. Donc Microsoft, ils n'ont pas ça. C'est une belle valeur américaine à acheter pour le court, voire même le moyen long terme. Elle coche un peu toutes les cases. On va parler rapidement du secteur semi-conducteur, parce que là aussi, on avait dit qu'il y a, alors, c'était environ il y a 2 semaines, on sentait le rebond se préciser, et c'est ce qu'elle a fait. On va voir notamment, alors, ASML Holding, on le voit, hein, on avait ces 2 scénarios, avec le premier, avec la cassure ici et le retour, pour jouer le rebond technique et après un retournement, hein. C'est assez cyclique sur les semi-conducteurs, mais déjà on avait éventuellement stoppé la chute, ou alors la cassure vraiment vers le bas, qui nous amènerait un peu plus de négativité, et finalement elle a tenu, et elle est en train de casser, on le voit sur ASML Holding, hein, depuis une semaine. Donc tout ce qui est un peu tech et semi, pour moi, ça devrait à minima construire et puis reprendre dès qu'il y a un peu de flambée sur les grosses valeurs tech. Alors, faut pas s'attendre peut-être à ce qu'on a vécu dernièrement parce que c'était exceptionnel, mais ça devrait quand même se réajuster un peu parce qu'on a, je pense, un peu trop vendu sur ces valeurs-là. SML International, c'est pareil, hein, ils sont en train de sortir. Alors le graphe, il semble un peu en retard par rapport à Holding, mais on voit, hein, qu'on revient sur des niveaux clés qu'on devrait casser. Et BE Semiconducteurs en Europe, hein, ils sont à Amsterdam. C'est pareil, on l'avait vu ici notamment autour du 11 novembre. La cassure, la congestion, et puis là on sort de la congestion, hein, entre les deux obliques blanches hier, et puis aujourd'hui on fait un gap, on explose, on fait plus 5%, donc, et les volumes toujours ici, hein, toujours important. Donc oui, sur plein de valeurs tech semi, c'est intéressant. Et on avait parlé de Ribert, hein, hier, aujourd'hui elle a rien fait, mais c'est une valeur, je pense, à acheter aussi. Et elle est française, donc elle est à Paris en euros, ça peut être intéressant. On va parler aussi de 3 valeurs. Alors Renault, on l'a déjà fait, de 2 autres valeurs françaises. Mais avant, on va regarder un peu ce qui s'est passé au niveau de Eli Lilly, qui devrait annoncer des chiffres, hein, je crois, sur leur sur non, c'est Novo Nordisk qui devait annoncer des chiffres sur leurs études, mais Eli Lilly en a d'autres, hein, et il semble plus efficace encore que Novo Nordisk. On avait aussi Viking, hein, thérapeutique, on va en reparler après. Mais là, les 2 gros, hein, Novo Nordisk et Eli Lilly, les 2 leaders sur les sémaglutides, c'est Wegovy et Zepbound, hein, c'est les 2 anti-obésité qui font perdre beaucoup de poids, qui sont aussi bien pour le cœur au niveau cardiovasculaire. Et qui sont de mieux en mieux avec les essais, parce qu'ils essayent d'améliorer aussi à la fois l'efficacité en termes de perte de poids et les effets secondaires qui au début étaient un peu lourds. Et Lilly, ils ont des meilleures stats dernièrement. Ils sont aussi plus complets parce qu'ils ont un service oncologie, enfin c'est une division oncologie, donc tout ce qui est traitement contre le cancer. Novo Nordisk, ils font quasiment que ça.
Et on avait vu sur Novo la chute de près d'un tiers, hein, on était à plus de 30% sur leur plus haut. Et Lilili, eux, ils ont perdu un peu moins, ils ont perdu que 26%. Ils sont déjà en train de revenir ici sur leur zone clé moyenne à 200 pour peut-être travailler là pendant quelques semaines et repartir. Donc, s'il y en a une, moi, que j'achèterais parmi les valeurs justement qui ont des traitements contre l'obésité, ce serait plutôt Eli Lilly. Parce qu'elle a eu des bons chiffres, parce qu'elle fait partie des deux gros, mais qu'elle semble prendre l'avantage, et qu'elle est aussi peut-être un peu plus sûre, parce qu'elle n'est pas à 100% sur les sémaglutides, et qu'elle a aussi d'autres thérapies en réserve. Donc plutôt largement favorable sur Eli Lilly pour moi. Et puis techniquement, on voit qu'il y a une certaine force. Hein, et puis les investisseurs qui ont pris leurs bénéfices sur leur plus haut, le double échec ici sur les 960. Et derrière, la zone ici, un peu moyen terme de travail qui devrait repartir. Et on est revenu, ça aussi c'est intéressant, autour des 724. La petite zone clé avant de lancer le plus haut. Donc techniquement, là aussi, c'est plutôt clair et net ce que fait Eli Lilly. C'est propre et c'est intéressant, je pense, à garder pour plus tard. Et on avait donc quelques valeurs françaises. On va parler d'une valeur qui a bien fait parler d'elle aujourd'hui, c'est Pierre et Vacances, parce qu'ils ont enfin annoncé des bénéfices. Ça fait des années qu'ils sont en baisse. Ils ont failli mettre la clé sous la porte. Ils ont fait des restructurations, du refinancement. On l'avait joué ici, alors je crois que c'était en 2023. Il me semble, par là, sur les 1. Moi, j'avais fait de 1 à 1,8, je crois, 80%. Alors, c'était pas une grosse ligne, forcément, c'était un peu spéculatif sur Pierre et Vacances. Et puis, petit à petit, on a vu le travail de refinancement, de désendettement, et ça a payé. Dernièrement, elle a congestionné, elle a fait un faux départ ici. On a vu le W qui s'est pas transformé en victoire parce qu'on a fait un échec sur les 1,6, 1,65. Mais les plus bas ont été à chaque fois rachetés. Et puis, encore plus récemment, là, on jouait la belle sortie. Et ça a été acheté aujourd'hui. Alors, entre deux, parce que on ouvre évidemment très haut, parce que ça fait des années qu'on gagnait pas d'argent, et là on a un petit bénéfice sur Pierre et Vacances. Boum, on ouvre à plus 11, on monte à plus 13, on finit à plus 3. Les volumes forcément énormes. C'est dommage que ce soit autant vendu que ça. Donc on est toujours un peu, je pense que sur le moyen terme, ça devrait redécoller et on devrait pouvoir aller chercher à nouveau les 1,65 et plus. Mais peut-être que le marché en attendait mieux. Alors c'est déjà une bonne nouvelle sur Pierre et Vacances. Moi je pense que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser, de regarder ce qu'on va faire ces prochains jours. Et si on a un début de construction ici, qu'on garde le gap, ça reste correct, parce que le travail a été fait, notamment sur tout ce qu'on a dit, la dette et le refinancement. Donc, a priori, plutôt favorable. Maintenant, le marché n'a pas été très euphorique. On a pris les prises de bénéfices sur des niveaux techniques. C'est un peu dommage. Et on a également Seb qui revient sur un niveau clé. Alors Seb qui vend beaucoup en Chine, c'est un de leurs gros marchés. C'est pour ça qu'on le départ de la Chine devrait aider Seb. Pour moi, ça devrait décoller un peu plus que ça, mais ils sont aussi pas mal vendeurs aux États-Unis, donc les USA qui marchent plutôt très bien en ce moment. Et le niveau clé, il est là, en bleu. C'est des niveaux rachetés depuis janvier 2023, ça fait 2 ans. Dès qu'on revient sur les 83, acheté juin 2023, acheté octobre 2023, acheté août 2024, acheté, et là on y revient. Décembre 2024, donc c'est cette zone-là autour des 83-85 qui normalement devrait soutenir le titre sur des fondamentaux, et après la macro avec la croissance de la Chine, des États-Unis qui sont toujours plutôt intéressants, devrait aider Seb. Donc peut-être pas se précipiter sur Seb parce que là on voit que la courbe fait un peu peur, mais on n'est pas loin, on le voit, de retrouver pareil comme sur le CAC, rattaquer la moyenne à 20 jours, attaquer les 90,
un début de rebond, on peut se placer et puis suivre probablement sur le court ou moyen terme, Seb, parce qu'ils ont là aussi une croissance potentielle dans ces deux blocs, hein, Chine, États-Unis, plutôt largement intéressante. Et puis, est-ce qu'on avait. Alors, il y avait quelques valeurs abonnées aussi. Je vais voir juste rapidement. Il n'y avait pas des valeurs que je voulais voir aussi. Alors, rapidement pour suivre, hein, ce qu'on avait conseillé dernièrement, c'était Nexence. Alors, on va commencer par Hermès, parce que c'est ma plus grosse ligne Hermès. Toujours favorable, hein, on en a parlé. Le luxe qui est en train de tenir et Hermès qui est en train de peut-être de se retourner. Enfin, on en a parlé pas mal. Donc, juste un petit point pour voir quand même qu'après la grosse journée à plus 4, hein, derrière, on est en train de tenir et qu'on se maintient au-dessus de la moyenne à 200. Toujours plutôt favorable, hein, sur Hermès qui surperforme tout le luxe. Un peu plus spéculatif, mais aussi axé sur la construction et notamment la décarbonation, c'est Hoffman Green Cement. Il a aussi beaucoup de volume, un début de rebond, des gros chandeliers avec des journées pas mal de volatilité, donc ça c'est intéressant. Et puis on va chercher quand même des plus hauts, hein. On est en train d'acter peut-être un début de rebond intéressant sur Hoffman, donc plutôt largement favorable aussi. Et puis il y avait Nexence, hein, dont on avait parlé aussi. Un peu trop décoté parce qu'il y avait BPI qui était parti de Nexence, qui explique en partie, hein, la conso. On est revenu ici sur moyenne à 200. Et puis, pour moi, là, c'est le niveau de rachat, hein. On pouvait éventuellement aller plus bas sur les 96, mais on voit un début d'inversion de tendance. On commence à essayer de revenir directement. Sur Nexence, hein, c'est l'électrification. C'est pareil, il y a des carnets de commandes assez pleins, hein, que ce soit sur le offshore ou les constructions de lignes entre les pays pour un partage d'électricité. Donc Nexence, là aussi, ils font partie des 2-3 gros, hein, niveau mondial, qui devraient se partager le gâteau. Et à mon avis, ça va continuer cette belle progression. Donc là, c'est pour ça que je suis rentré, c'est parce qu'on a eu une belle décote qui me semblait un peu excessive depuis leur plus haut à 147. Et on va regarder quelques valeurs abonnées. GameStop, ils donnent leurs résultats ce soir normalement. Donc là aussi, il y a eu du dégraissage, hein, pour épurer un peu les comptes et relancer la machine. Ça semble fonctionner. On n'est plus dans l'ultra spéculation avec les short squeeze, hein, sur GameStop. On est plutôt dans de la recovery, hein, sur quelque chose de classique. Donc peut-être intéressant à jouer aussi. C'est aux États-Unis, sur l'équivalent de Micromania en France. Ça peut être intéressant aussi à voir surtout les résultats et comment les marchés vont l'acheter ou le vendre. Sur les graphes de demain, on verra ça. Median Technology, bah non, on avait ce niveau-là, hein, autour des 3,87 avec la moyenne à 200 qui était tenue et qu'on a lâché ici 20 novembre et puis confirmé le 21. Donc là, on n'est pas très bon sur Median. Donc le but, c'est peut-être d'aller combler le gap ou de revenir sur les 2,28. Mais là, on a mis une tendance quand même assez mauvaise. Donc moi, j'irai pas. Je jouerai pas le rebond technique maintenant sur Median Technology. C'est dommage parce elle avait un beau graphe, mais on a décroché. Et puis quand on a ce genre, hein, de décrochage, il faut éviter d'aller contre le marché. Pierre et Vacances, on l'a fait. Sanofi, ouais, c'est pas mal Sanofi parce qu'ils avaient pas mal de retard, notamment sur la recherche et le développement, ce qui a expliqué un peu leur problème autour des 100 et puis à pas pouvoir les dépasser. Après, ils ont réinvesti, ils ont ressorti pas mal de valeurs. Il y a eu le Dupixent aussi qui marchait bien. On a fait un nouveau plus haut. On consolide. Je pense que sur le moyen terme, c'est intéressant. Maintenant, il faut juste attendre un gros signal court terme qui nous dit que Sanofi va bien. Et moi, je l'attendrai ici, probablement début d'année 2025. Donc, c'est revenir autour de la moyenne à 200, casser l'oblique de. Alors, on peut même le mettre ici, à voir, hein, lequel ce sera. Casser cet oblique-là et puis revenir pas loin des 96. Je pense que c'est ça. Donc, faut laisser un peu le temps sur Sanofi, mais sur le moyen long terme, ça devrait le faire. Mais maintenant, pas trop. C'est en court terme, il y a encore, sauf à de l'extra court terme là pour jouer juste un petit rebond, mais plutôt attendre et surveiller Sanofi SPI.
un peu sévère ce que fait SPI, parce que là aussi, c'est des marchés plutôt porteurs. La construction devrait aider hein, sur SPI. Euh, on fait un gap baissier, on fait un échec sur moyenne à 200. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on va avoir des semaines assez négatives dans 90% des cas. Ça se vérifie. Et moi, ce que je vois ici, c'est le support à 28,97. Donc les 29 sur SPI doivent permettre un rebond. Parce que c'est un vrai niveau clé. C'était le plus haut ici, avant de faire une conso, de repartir. Et on l'a vu, hein, on l'a testé plusieurs fois, et cette zone-là, notamment au début 2024. Donc ça confirme vraiment les 29 comme zone clé sur SPI. Et là, on y revient. On mèche dessus, et on est peut-être en train de rebondir. Donc, éventuellement, court terme, si on met un stop hein, sous les 28,5 à peu près, on peut rentrer pour jouer à ce stade que le rebond technique, parce qu'il y a encore beaucoup de travail sur SPI, mais on a une décote qui est peut-être un peu sévère, et techniquement, on peut rentrer sur ces niveaux-là en court terme, et suivre éventuellement le rebond, monter les stops pour déjà acter quelque chose. Hein. Si ça se retourne, bah, on aura déjà quelques plus-values, ou au pire, on sortira à break-even, donc sur le même niveau sur lequel on est rentré. Mais il faut pas casser les 29 à la baisse, hein, 29, 28, 50. Là, ce serait très mauvais. Super Microcomputer, on a parlé hein, de la fraude et d'éventuellement de la non-fraude, du coup, parce que les agents ont rien trouvé. Moi, je ne jouerais pas, quand même. Ça a été trop valorisé. C'est monté un peu trop haut, trop vite. Et, et pour que le marché rachète ça, généralement, ça n'arrive pas trop. Donc, les rebonds sont souvent que des rebonds techniques, et on le voit, ça continue de baisser. Alors, la valorisation, elle est peut-être plus par là, hein, sur les 25, on le voit, avant l'explosion. C'est extrêmement spéculatif, donc attention, plutôt à éviter. Viking Thérapeutique, donc c'est un acteur aussi dans les traitements anti-obésité hein, pour les sémaglutides. Là aussi, moyen pourquoi ici, cassure de moyenne à 200 hein, qu'on tenait depuis un moment. Alors là aussi, on a survalorisé le titre hein, avec l'explosion des Lilly et Novo Nordisk. Viking Thérapeutique qui s'est mis un peu dans la brèche. Le problème sur Viking, c'est qu'ils perdent beaucoup d'argent. Hein, ils en gagnent pas. Ils dépensent des millions, et puis c'est pas une petite valeur. Hein, ils dépensent pas 2-3 millions, c'est des dizaines de millions qui sont cramés chaque trimestre. Je crois que c'était 75 millions un trimestre. Et alors oui, le jour où ils ont des contrats et qu'ils arrivent à vendre, ça peut revenir. Mais pour l'instant, on les attend toujours, ces chiffres-là. Donc, on est entre deux. On est entre la pépite et puis entre le crack avec un K. Donc, à ce stade, en court terme, on est passé un peu en négatif, là. Donc, plutôt prudent. Et puis, on le voit, hein, cette oblique-là, parallèle à la dernière, là, qui est plutôt intéressante aussi. Donc, peut-être viser ça. Le rebond, le comblage de gap, pour après jouer peut-être une valorisation un peu plus normale, et puis les bonnes nouvelles. Mais là, à court terme, plutôt à éviter. Et Vinci à 100 euros, c'est pas cher, je trouve, parce que il y a les concessions, il y a aussi l'énergie hein, qui est en train de prendre de plus en plus de place sur Vinci, qui est en train d'essayer de devenir aussi un énergéticien, super porteur aussi ces prochaines années. La dissolution ici qui a fait un peu peur à tout le monde. On cotait sur les 110. Pour moi, on est clairement dans de l'excès de marché sur Vinci. Alors, là aussi, savoir profiter des excès de marché, mais pas aller contre le marché. C'est-à-dire qu'on attend que le marché commence à se rendre compte qu'il a fait une erreur. On va nettoyer un peu. Le but, c'est quoi? C'est de revenir un peu sur ces zones-là, hein, 98-100, de les travailler et de repartir. Donc là, on voit qu'on venait en échec à chaque fois hein, sur ces zones-là. Mais si on fait un début de reprise comme ça, oui, ça peut s'acheter et ça peut repartir. Parce que Vinci, pour moi, ils sont largement à 120 euros ou plus de valorisation hein, sur le carnet de commandes qu'ils ont. Maintenant, on a quelques volumes quand même qui sont en train de revenir. Et ces niveaux-là, j'espère qu'ils seront défendus. Alors ça peut toujours aller plus bas.
Mais oui, c'est ça, sur Vinci, je pense, parce que les fondamentaux sont quand même bien solides. Attendre le début de reprise et jouer avec le marché, avec les volumes, avec les cassures des premiers niveaux clés pour se replacer sur Vinci. Et puis on verra les chiffres qui arriveront, mais moi je suis plutôt favorable hein, sur Vinci. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs que vous aimez, les valeurs que vous voulez éventuellement acheter, les questions si vous en avez. J'y répondrai. Bon trade, à plus.